Bonjour, donc nous allons commencer cette quatrième séance du séminaire du Centre d'Alembert qui porte de façon générale sur le thème général de cette année sur ce qu'apportent les sciences participatives aux pratiques de recherche. Et aujourd'hui, le thème est plus spécifiquement en agronomie et écologie. Je vais tout de suite donner la parole à Pierre Nicolas pour présenter la séance. Oui, donc aujourd'hui c'est donc sciences participatives, un changement profond dans la manière de produire. Bon, c'est donc sciences participatives en écologie et en agronomie, un levier face aux crises environnementales, et on aura donc deux intervenants. Donc le premier intervenant sera Romain Julliard, qui est professeur du muséum, qui est directeur de l'unité de service Mosaïque, donc méthode et outils pour les sciences participatives, et qui a contribué donc, depuis le début au réseau Viginature, et donc l'unité Mosaïque est encore une cheville ouvrière de ce réseau. Et la deuxième intervenante sera Dominique Desclos, donc, qui est chercheur à INRAE, donc dans le département biologie et amélioration des plantes, et qui a aussi une mission auprès de la direction pour les sciences ouvertes d'INRAE, et donc qui a reçu le prix pour la recherche participative 2022 pour son programme des semences à l'assiette, je crois. Voilà. Donc voilà, il nous expliquera tout ça. Je laisse la parole à Romain. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi, l'objectif de cet après-midi, c'est de vous présenter un petit peu quelques exemples de sciences participatives dans lesquelles le muséum a été impliqué ou qui sont en construction à travers cette unité de service Mosaïque. Donc j'évoquerai un peu le fonctionnement. Et pour commencer, un petit rappel, il y a 5 ans, un article de presse qui a fait beaucoup de bruit, qui est le déclin des oiseaux, voilà, 30% d'oiseaux dans les milieux agricoles depuis 30 ans. Une des alertes presse qui a eu le plus de succès au muséum, ça a été repris pendant des centaines de fois, pendant 6 mois, il y a eu un buzz incroyable. Et derrière cette alerte, il y avait le résultat d'analyse de données, hein, une sortie un peu graphique, un peu brute, où on voit depuis le début des données un déclin de ces populations de milieux agricoles, hein, la courbe en orange, et puis cette forme d'accélération, d'autant plus qu'on avait sorti à ce moment-là, inclus 2 années, 2016-2017, dans la série temporelle, et cet effet surprise, stupéfiant de la poursuite de ce déclin. Ces données, elles s'appuient sur un des dispositifs historiques de Viginature du muséum, le programme STOC, suivi temporel des oiseaux communs, hein, qui fait partie d'une famille de dispositifs au niveau mondial, le Breeding Bird Survey, où on s'appuie sur ces réseaux naturalistes que sont les ornithologues, très souvent structurés en associations. Là, la plupart maintenant sont devenus des associations LPO, mais c'est une diapositive un peu ancienne, à qui on propose vraiment d'organiser leur effort d'observation pour que toutes leurs connaissances naturalistes puissent se transformer en données de suivi, et donc se baser notamment sur un plan d'échantillonnage qui suppose un tirage aléatoire d'un carré de 2 km sur 2 dans un rayon de 10 km autour du domicile de l'observateur, donc évidemment pas contrôlé en quelque sorte, mais qui tient compte de ce fait que ce sont des bénévoles, et qui accumule au fil de temps des suivis sur plus de 200 carrés, la plupart étant suivis plusieurs années. Ça, c'est un peu l'archétype, je dirais, des sciences participatives, les réseaux naturalistes et comment on les mobilise. Et aujourd'hui, je voulais plus vous présenter des modèles, des dispositifs qui sont basés sur d'autres types de publics. Ces sciences participatives, donc une petite diapo un peu pour les définir, hein, ces sciences participatives basées sur la collecte de données, qui sont des dispositifs où on va mobiliser cette collecte de données en conscience, volontairement. En conscience, c'est-à-dire que les contributeurs vont savoir à quoi ils contribuent en termes de projets de recherche, avec cette
cette dimension assez fondamentale de mise en commun de ces données. Et dans toujours un projet qui a un intérêt général explicite, qui est en général, pour ce qui nous concerne, des projets de recherche. Alors il y a différents niveaux, des différentes manières d'impliquer ces gens un peu progressifs, des gens qui sont mobilisés parce qu'ils ont des capacités d'observation, des yeux, des oreilles, des neurones, qui font des capteurs de données très compétents, et puis souvent qui sont complétés par le fait que ces gens, c'est aussi des individus qui ont des savoirs locaux, des savoirs expérientiels, et qui vont enrichir ces données de ces savoirs. Et un troisième niveau qui est quand il y a une dimension un peu collective, sociale, autour de la production de ces données, et avec des échanges et des structurations qui vont conduire à enrichir cette qualité de données. Donc ça, c'est un peu juste une diapositive de présentation un peu de quoi je parle, avec toujours deux objectifs qui sont plus ou moins entremêlés, où l'un prend l'autre, qui sont là, produire des données qu'on ne pourrait pas produire autrement, soit en termes de qualité, de quantité. Et un des corollaires de ces dispositifs, c'est de produire aussi ou de faire monter en compétence des réseaux de participants qui vont s'acculturer, qui vont s'engager, qui vont se mobiliser autour de ces enjeux. Donc je vous ai dit des exemples, et celui que j'avais envie de détailler aujourd'hui, je reprends ma présentation, qui n'est pas vraiment du big data ou de l'intelligence artificielle, mais plutôt comment on collecte de la donnée de qualité et en mobilisant cette intelligence collective. Un dispositif qu'on a mis en place au Muséum et qui fait partie de Viginature, le SPIPOL en 2010, le suivi photographique des insectes pollinisateurs, et qui continue chaque année à engranger des données. Alors, derrière ce dispositif, il y a des questions assez de fond, autour de la pollinisation, de comment ce service, cette fonction écosystémique est affectée par des changements globaux, avec toutes ces pressions climatiques, changement d'usage des sols, donc des choses qui se passent à des échelles spatiales et temporelles assez macroscopiques, difficiles d'expérimenter à ces échelles. Pour comprendre un petit peu cet état des pollinisateurs, besoin de beaucoup de points, presque un ordre de grandeur, de complexité supérieur aux oiseaux. En France, il y a 200 espèces d'oiseaux, il y a des milliers d'espèces d'insectes pollinisateurs, et on n'a pas ce réseau amateur organisé comme on a chez les ornithologues. Beaucoup d'entomologues amateurs, mais qui sont assez spécialisés sur une telle ou telle famille, là où ce type de dispositif s'intéresse principalement aux espèces communes et donc manque de dispositifs de production de données. Et notre idée à cette époque, c'était de recourir à la photographie amateur pour collecter des données sur ces insectes. Alors, une photographie qu'on va organiser pour collecter de la donnée structurée, facile à analyser, qui est autour d'un effort contrôlé pour collecter ces photos d'insectes, et notamment une communauté d'insectes pollinisateurs qui fréquentent une espèce de fleur à un moment donné. Donc le protocole vous invite à choisir une espèce de fleur, vous munir d'un appareil photo, d'un téléphone. Ça fonctionne aussi, et pendant 20 minutes, vous êtes forcé de photographier tous les insectes ou autres bestioles qui viennent se poser ou qui sont présents sur les fleurs de cette espèce par exemple, un cerfeuil commun. Il peut y avoir plusieurs pieds s'ils sont proches. Et donc, 20 minutes de safari photo pour collecter ce matériel que vous allez ramener à la maison comme un entomologue, sauf qu'il est sur écran, pour le mettre en collection, c'est-à-dire trier, recadrer ces photos, en sélectionner une par morpho-espèce, par type d'insecte. Et vous allez voir que, quels que soient vos talents et votre niveau, vous êtes capable de faire des photos d'assez bonne qualité, assez incroyables en termes de rendu, avec des appareils photo tout à fait ordinaires, et une diversité de formes, de couleurs qui est assez spectaculaire. Ça, c'est vraiment une collection 12 en 20 minutes qui est tout à fait caractéristique, typique de ce qu'on peut collecter.
Alors on va vous demander aussi de mettre des noms sur ces bestioles. On a un petit peu réduit la complexité de quelques milliers, on est passé à 630 taxons. Taxon, c'est un nom d'espèce ou de groupe d'espèces qu'on peut associer à une photo. On a développé une clé d'identification qui vous permet, en répondant à un certain nombre de questions, de retrouver le nom le plus probable associé, le plus précis possible qu'on puisse donner à une photo. Donc parfois, on est capable de mettre un nom d'espèce, parfois on est capable, parce que c'est pas possible ou qu'on ne connaît pas, l'identification sur photo, un nom de famille. Mais vous pouvez y arriver. Et puis la troisième et quatrième étape, plutôt, c'est de déposer ces données. Donc une interface qui va vous permettre de décrire la station d'observation, la fleur. Vous allez retrouver différentes photos de la fleur qui va permettre d'utiliser PlanteNet pour l'identification, une géolocalisation, une photo d'ambiance, et vous déposez ces photos. Vous les partagez, vous les nommez, et presque là, immédiatement, elles sont en ligne. Et si vous êtes connecté, vous allez pouvoir vous-même, en tant que participant, participer aussi à la validation de ces données. Donc chaque photo peut recevoir 3 validations par 3 observateurs différents, et à ce moment-là, elle est répétée, validée. Ou vous pouvez aussi suggérer, si vous pensez qu'il y a une erreur d'identification ou ça. Voilà. Donc ça, c'est un dispositif qui a été mis en place en cours de route en 2019. Depuis, il faut à peu près 24 heures pour qu'une collection soit validée, c'est-à-dire que l'activité des participants est suffisamment intense pour que toutes les photos soient validées. Il y a eu, depuis 2019, plus de 30 000 suggestions de réidentification, donc il y a vraiment une forte activité aussi de réidentification derrière ça, et la communauté des participants a réidentifié progressivement les 300 000 photos qui avaient déjà été engrangées depuis 2019, donc il y a vraiment massivement une activité de contrôle qualité autour de ça. Et puis on a aussi la possibilité de poster des commentaires, et très souvent il y a des échanges qui se créent en ligne autour de ces photos. Tout ça est possible parce qu'il y a un système de notification interne à la plateforme qui fait qu'on sait combien de notifications, combien de validations, combien de commentaires on a reçus, et donc qui encourage à ces échanges, un peu comme un réseau social, mais qu'on déporte finalement autour de ces plateformes de production de données pour créer cette dynamique autour des données. Voilà, ça c'était au printemps, c'est je crois 3950 participants cumulés, il y en a à peu près 300-400 actifs chaque année, beaucoup qui ne participent qu'une fois, puis certains qui font ça pratiquement à plein temps. Il y a des participants qui ont plusieurs milliers de collections à leur actif. 75 000 collections, là on a dû largement les dépasser depuis. Une collection, c'est à peu près 1 heure de boulot, 20 minutes sur le terrain, le tri, le post, plus tout le temps de validation. Donc c'est vraiment des efforts assez conséquents qui sont derrière ça. Et voilà. Alors on peut faire énormément de choses avec ces données parce qu'elles sont standardisées. C'est-à-dire que chaque collection, c'est 20 minutes d'effort. Alors on est tous différents à la manière dont on photographie, dont on est habile à photographier ces insectes. Par contre, tous les participants, s'ils arrivent à photographier une abeille, ils vont la poster. S'ils arrivent à photographier un papillon, ils vont la poster. Donc on a vraiment des données qui peuvent être immédiatement traduites en fréquence d'occurrence et donc faire des tas de statistiques très intéressantes dessus. Modulo évidemment la validation, mais vous l'avez vu, c'est un puissant système de validation collaborative qui est en place et qui permet d'avoir très vite des données réputées valides qu'on peut toujours vérifier si on a envie. Alors ici, c'est un exemple de réseau d'interaction plantes-pollinisateurs à l'échelle nationale, c'est le diagramme du bas. Donc on peut faire vraiment des analyses assez sioux avec ça. Par exemple, là, un petit extrait qui est les communautés plutôt urbaines ou plutôt rurales associées au pissenlit. Donc vous voyez que quantitativement et qualitativement, ce n'est pas la même chose. Et là aussi, c'est des sources de données qui sont assez uniques pour analyser ça. Là, c'était un exemple, c'est des captures d'écran de work in progress, de travaux de recherche qui sont menés sur ces données, autour de la phénologie, donc la période d'apparition de
ces différentes des espèces, des différentes années. Donc on peut regarder les variations phénologiques, qui peuvent être dans le temps, dans l'espace, en fonction des habitats ou ce genre de choses. Les collections, grosso modo, on peut les faire toute l'année, dès lors qu'il fait à peu près plus de 10 degrés et qu'il y a du soleil. Un peu moins fréquent dans le nord de la France que dans le sud, mais on en a quand même, et c'est vraiment le printemps et l'été qui est la pleine saison. Ici, un petit exemple, un petit focus sur une espèce assez particulière qui est le frelon asiatique, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est assez fréquent en automne sur les fleurs, notamment sur le lierre. La plupart des prises de photos sont sur des collections qui sont faites en automne sur le lierre et qui ont permis de regarder un peu la dynamique de ces populations. Alors ça, c'est une capture d'écran qui date d'un peu de 2015, où sur la droite, vous voyez un dispositif qui était focalisé sur cette espèce. Signalez-nous les nouveaux frelons asiatiques. C'était vraiment une enquête super précise pour regarder le front de colonisation. Par contre, dans ce type d'enquête, un peu opportuniste, avec peu de protocoles, une fois qu'on a signalé 3 fois un frelon asiatique, on arrête. Donc on a très peu d'informations sur la dynamique quantitative de ces espèces par ce type de collecte. Avec le SPIPOL, c'est beaucoup plus grossier, parce qu'on a beaucoup moins d'observateurs qui photographient des frelons. C'est quand même pas une couverture totale. Par contre, du fait qu'on a ces fréquences d'occurrence possibles, ce calcul, parce qu'on a beaucoup de collections, on peut regarder les fluctuations année après année de ces espèces, entre les deux espèces, en orange le frelon asiatique, en bleu le frelon européen. Et on voit que la fréquence d'occurrence est finalement assez stable à l'échelle nationale sur ça, et c'est pratiquement les données les plus accessibles à cette échelle nationale de fréquence d'occurrence, d'abondance de ces populations, justement parce que nos observateurs ne portent pas une attention particulière à cette espèce. Et donc on peut avoir directement, à partir de ces données, quelque chose de référence. Là, c'est une autre... il faut que je passe un petit peu, mais c'est une autre capture là, sur un petit stage de master qui avait regardé quelque chose qui est assez bien connu, c'est les araignées crabes, les araignées floricoles. Ce pas des insectes, mais on les voit quand même sur les fleurs, et qui ont pour certaines espèces qui sont polymorphiques en couleur. Et il y a une association entre la couleur des fleurs et la couleur des araignées. Ce n'était pas du tout le but du SPIPOL de regarder ça, mais finalement on peut faire plein de choses, et c'est un peu une des propriétés de ces bases de données, c'est qu'elles sont le support de recherche qu'on n'avait pas anticipé. On peut appeler ça de la sérendipité, ou en tout cas de la recherche inductive, où c'est les données qui permettent de se poser des questions plutôt que déductives. Alors on s'est intéressé aussi aux participants. Qui sont-ils ? On leur demande quelques questions au moment de l'enregistrement, et on s'aperçoit que la plupart d'entre eux sont assez débutants en entomologie, en botanique, en tout cas c'est ce qu'ils déclarent, et un peu plus amateurs de photos finalement que d'insectes. Et notre hypothèse, notre interprétation, c'est que c'est un peu les photographes amateurs qui sont tentés par la photo nature, qui vont rentrer dans ce SPIPOL, qui vont trouver finalement un dispositif qui fait sens, une communauté, un projet collectif autour de ça, qui va donner sens à prendre de la photo nature pour des gens qui n'en faisaient pas jusque-là, et qui vont se laisser prendre au jeu. Alors on a regardé aussi comment ces observateurs progressaient en termes de connaissances. C'est souvent une des questions qu'on pose aux sciences participatives, qu'est-ce qu'on apprend. Ici, c'est un graphique. Alors, est-ce que je peux trouver la souris ? Non, apparemment, vous ne voyez pas ma souris. Bon, c'est pas très grave. Donc, l'idée de ce graphique, c'est qu'on a regardé pour les participants les plus actifs. On a rangé les photos de la première à la 100e, 150e photo que le participant a pris. On a regardé le taux de bonnes identifications en fonction du rang de la photo. Et donc, c'est ce que vous voyez comme courbe de progression. On voit que progressivement, les observateurs effectivement apprennent
et donc sont de meilleur en meilleur. Alors c'est jamais parfait, hein, il y a toujours des erreurs qu'on détecte parce qu'il y a d'autres participants qui valident, hein, c'est vraiment parce qu'elles sont validées qu'on peut détecter qu'il y a eu des erreurs. Des progressions qui n'est jamais parfait non plus. C'est une complexité presque inatteignable de maîtriser 650 taxons en termes d'identification. Et une des choses intéressantes dans cette étude, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Attendre que le programme réponde. Bon, apparemment j'ai fait planter PowerPoint sur l'ordinateur. Si, ça y est, il est revenu. Alors, oui, c'est bon. Ah, puis vous voyez même mon écran maintenant. Bref, on a ajouté dans ce modèle statistique un effet insertion dans le réseau social, c'est-à-dire combien de commentaires vous recevez, combien de commentaires vous émettez en tant que participant. Et on a vu que la courbe d'apprentissage était plus rapide quand on était inséré dans le réseau social de participants, quand on recevait des commentaires. Et on s'est commencé à se dire qu'il se passait quelque chose dans ces échanges qui était important, ce qui a fait qu'on a commencé à les regarder. Là, on a ouvert la base de données des commentaires en 2018, donc avant la validation collective, donc entre 2010 et 2018. Je crois qu'il y avait à peu près 40 000 collections à cette époque, 78 000 commentaires. Une base de données incroyable. On avait été passé à côté de cette activité, en quelque sorte. Voilà, un tiers des participants qui font des commentaires, 16 qui font plus de 1000 commentaires, c'est quand même assez incroyable, dont parmi ces 16, le community management, le professionnel qui travaille à l'OPI, le partenaire associatif de ça, qui est payé pour faire des commentaires, mais qui en fait quand même moins que 15 autres participants qui font tout ça. Donc une activité d'interaction qui est assez incroyable. Et des commentaires qui sont la plupart du temps, dans 99,99% des cas, très bienveillants. On n'a pas de troll dans ce type de dispositif. De temps en temps, ils s'asticotent, mais c'est vraiment exceptionnel. Et la plupart sont au contraire de l'enrichissement, de plein de bienveillance. Ils apportent des choses, à la fois sur le plan des conseils sur l'identification, des anecdotes sur les flores, sur des conseils en termes de ressources, beaucoup de conversations amicales, des trucs sur les photos, sur un truc intéressant, souvent, parfois quand même, des appels à respecter le protocole. Attention, c'est pas comme ça qu'on fait. Des réflexions qui nous sont envoyées. Ça serait bien d'améliorer la clé d'identification sur les mouches, parce qu'avoir que des mouches difficiles à déterminer comme taxon, c'est un peu frustrant. Etc. Et c'est dans cette analyse qu'on a vraiment identifié finalement tout ce qui se crée dans ces réseaux d'interaction entre participants, à la fois en termes de conseils, mais aussi de contrôle social. C'est-à-dire que si on est un débutant, on fait une première collection, on se trompe, on a des conseils. Si on continue à se tromper, au bout d'un moment, c'est plus tenable et on est signalé. Donc il y a vraiment là-dedans à la fois un accompagnement assez fort qu'on a pu presque démontrer, ou en tout cas on a des évidences assez fortes là-dessus, un peu par hasard, avec une collègue qui est partie du muséum pour faire un postdoc en Corée du Sud, où elle avait comme mandat, comme projet d'implanter des dispositifs de sciences participatives. Elle a pu mettre en place un équivalent du SPIPOL, à peu près sur le même protocole, avec pas mal de formations et de recrutement de participants. Simplement, il n'y avait pas accès à la même plateforme de partage de collections. C'est une plateforme de partage de photos qui était là. Donc des galeries de photos et pas une vision collection de ces photos. Et on s'est amusé à regarder avec elle la première année en Corée comparée à la première année en France quelques années plus tôt, de 2010, en termes de qualité des collections et des données qui sont collectées. Donc on a regardé pour chacune des collections la proportion, on appelait ça de collections douteuses, c'est-à-dire qui ne semblent pas suivre le protocole, parce qu'il y a une seule photo,
parce qu'il n'y a que des photos de papillons, parce qu'il y a des photos sur plusieurs espèces de fleurs, parce qu'il y a des photos qui ne sont pas sur des fleurs. Voilà, toutes ces collections qui apparaissent comme douteuses et qui sont beaucoup plus fréquentes dans le dispositif de Corée qu'en France, et qui en plus, en France, ont une tendance à décliner au fil du temps pour un observateur, c'est-à-dire plus il avance dans le temps, plus il fait des collections qui semblent suivre le protocole, alors qu'au niveau coréen, on n'a pas du tout ça. Et là, on a eu un peu une révélation de l'importance de, finalement, comment les données elles-mêmes servent de référence pour les participants. D'où cette conceptualisation de ces sciences participatives qu'on a appelées 2.0. 2.0, c'est plus ancien, c'est référence au Web 2.0 quand il est devenu le web social, donc les sciences participatives sociales, c'est-à-dire où les données finalement sont partagées et entre participants, avec ces fonctionnalités qui nous semblent essentielles pour ça, que les données soient visibles de tous et présentées de telle sorte à ce qu'elles servent de tutoriel, c'est-à-dire que partout dans le site, il y a des conseils et des consignes et des tas d'endroits pour vous expliquer comment collecter les données, pourquoi les collecter, à quoi elles servent, et finalement, on s'adresse à des humains qui vont regarder ce que font les autres et les imiter. Et donc, on a tout intérêt à s'inspirer, à s'adosser à ça, de telle sorte à ce que finalement on laisse et on facilite ce phénomène d'imitation pour avoir des données relativement homogènes dans la manière dont les observateurs interprètent le protocole. Et puis, on va développer toutes ces possibilités d'échange, de commentaires. On conseille fortement dans nos dispositifs à ce que seul le participant, l'auteur de la donnée, puisse la changer, puisse la modifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un expert qui va écrire la vérité sur les données, c'est au participant, parce qu'il reçoit une suggestion, un commentaire, à suivre ça. Et donc ça change aussi la manière dont on interagit avec le projet. C'est pas déposer des données dans la boîte noire de la recherche, on est responsable de ce qu'on y met, et on est responsable de suivre aussi le devenir de ces données, parce que quelqu'un est susceptible de poser des questions dessus. Et c'est là où j'en viens un petit peu au titre de ma présentation, c'est que tout ça, finalement, quand on prend un peu de recul, c'est pas du tout ce qu'on nous a enseigné dans la manière de collecter des données. On fait un peu l'opposé du standard, c'est-à-dire que délibérément, notamment, les données sont contaminées les unes par les autres, par cette imitation. On trouve qu'il y a beaucoup plus d'effets positifs à ça que d'effets négatifs. Il y a des biais qui sont introduits, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des araignées, Speepol, insectes pollinisateurs. Il y a certains participants qui savent que les araignées ne sont pas des insectes et qui se disent il ne faut pas les mettre du coup. Dans la première année, on a vu très, très nettement la proportion d'araignées augmenter au cours de la saison, qui n'est pas un phénomène biologique, mais qui est un phénomène d'imitation. C'est-à-dire que les premiers avaient des doutes, ils ont vu que tout le monde en mettait, qu'il n'y avait pas de signal pour ne pas en mettre, et du coup, c'est devenu la norme de poster les photos d'araignées qu'on arrive à photographier. Donc ça, c'est un biais qu'on peut contrôler, parce qu'il est facile à détecter, mais qui est lié à cette imitation, mais qui fait que maintenant, c'est la norme de photographier des araignées. Et puis, je vous l'ai dit, on laisse aussi les observateurs apprendre. On ne les forme pas au départ, on ne contrôle pas leurs connaissances. Et ça, on trouve qu'en termes de participation, d'engagement, ça a beaucoup plus de vertus que d'inconvénients. Et on laisse même les observateurs décider un peu à leur manière, collectivement, comment on administre un petit peu, on délibère sur la qualité des données. Par exemple, toujours dans Speepol, on a vu progressivement se mettre en place une façon de ranger les photos, en commençant par les hyménoptères, les coléoptères, les diptères, ce qui n'est écrit nulle part, mais qui est devenu une manière de faciliter le travail de chacun, de regarder, et une norme qui s'est mise en place, un peu collective et collaborative autour de ça. Donc plein de choses vertueuses qui se passent entre, socialement, on pourrait dire, c'est des données qui sont à la fois structurées par le protocole, mais qui sont aussi socialement structurées par ces interactions. Alors ça, on l'a décliné dans pas mal de projets autour de l'observation de la biodiversité, le Speepol. Le dernier, c'est autour de la qualité biologique des sols, là, qui propose des protocoles très marrants pour aspirer à des insectes de manière un peu... Enfin, des insectes,
une diversité de bestioles incroyable, des extraterrestres, on pourrait dire, qu'on va photographier, partager, etc. Autour des oiseaux à la mangeoire, un protocole qui est dont le pilotage scientifique est pas loin d'ici. Ou encore Mission Hérisson, qui est proposée par la LPO, autour de mettre des tunnels dans lesquels les hérissons vont laisser des empreintes, et on va pouvoir identifier les bestioles qui traversent ces tunnels le soir dans son jardin, la nuit. C'est absolument captivant, presque un problème d'addiction à ces projets, une fois qu'on est rentré dedans. Alors rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, même si j'ai eu un peu de problèmes techniques, je voulais vous présenter, j'ai essayé d'être plus concis, 2 projets en cours de développement pour montrer un peu la diversité des projets de sciences participatives qu'on peut mener. Un qu'on mène autour, alors là on change un peu des enjeux strictement environnementaux, on est plutôt dans une autre discipline qui est l'éthologie, l'étude des comportements animaux, et de voir quel est le potentiel des zoos et des visiteurs de zoos pour collecter des données sur les comportements d'animaux. Pourquoi se mettre en place? Parce que finalement dans ces zoos il y a beaucoup d'espèces, pas toujours facile d'accès ailleurs, il y a beaucoup de recherches en éthologie qui se font sur des animaux en captivité déjà. C'est pas qu'on ne détourne pas ou on n'invente pas quelque chose, mais évidemment les zoos offrent des terrains potentiellement importants, mais qui sont assez difficiles d'accès à des chercheurs. C'est des coûts de transaction. Puis quand on y va tout seul, ça prend du temps, et voilà. Alors que les zoos, il y en a une centaine en France, zoos aquarium, 24 millions de visiteurs par an qui fréquentent des zoos, c'est quand même pas mal. Enfin, il y en a qui y vont plusieurs fois là-dedans. Donc il y a un potentiel finalement d'observation et de captation de données qui est assez considérable, et c'est l'idée de ce projet Animal Connect qui se fait de manière assez partenariale, alors menée beaucoup par le muséum, avec des parcs zoologiques qui participent à la conception de ce dispositif et des chercheurs en éthologie de différents laboratoires. Voilà, ça c'est un peu les méthodes de travail pour concevoir ça, qui sont, c'est pas un claquement de doigts. L'idée c'est qu'on doit remplir 3 conditions. Des données qui servent à la recherche, sinon ça ne sert à rien. Des données dans lesquelles les visiteurs vont apprendre quelque chose, sinon il n'y a pas de participation. Et un dispositif dans lequel les zoos, qui sont quand même des établissements commerciaux, s'y retrouvent. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer en compétition avec l'offre par ailleurs des zoos, on va plutôt quelque chose qui doit enrichir un peu la visite. Et si je voulais en discuter, c'est que un des gros enjeux dans ce projet, c'est le dialogue finalement, avant de proposer quelque chose aux visiteurs, le dialogue entre les chercheurs et les parcs zoologiques. Et donc le principe, c'est qu'on a proposé 3 archétypes de protocoles, un qui est basé sur, enfin on les a co-construits, un qui est basé sur ce qu'on va appeler des budgétants, c'est-à-dire quelle est la répartition des comportements au sein pendant un certain temps pour des animaux, des relations interspécifiques, quelles sont les interactions entre des espèces différentes. Donc on regarde les 2 individus de l'espèce les plus proches et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et puis ce qu'on appelait des comportements complexes, c'est-à-dire que pour une espèce donnée, on fait un petit entraînement à repérer différents types de comportements et on essaye de voir si on les retrouve dans le zoo. Des mimiques chez les singes, des mouvements de queue chez les félins, des choses comme ça. Et donc chacun de ces archétypes peut être ensuite approprié par un chercheur qui se dit « moi ça m'intéresse d'utiliser ces archétypes pour étudier telle espèce avec telle question ». Par exemple, est-ce que le budgétant est modifié en cas de canicule par rapport à... Voilà, ou ça peut être aussi un soigneur qui est intéressé par comment est modifié des interactions interspécifiques quand une espèce est introduite dans un enclos. Et donc propose un protocole, le zoo le contextualise, émet un QR code et va le proposer aux visiteurs sur les enclos qui sont concernés. Donc voilà, c'est un dispositif où on a double participation finalement, parce qu'il y a de la participation entre ces communautés chercheurs
soigneurs zoos, et puis une participation qui est proposée aux visiteurs, et qui peut être intéressante. L'idée, c'est que ça ne parasite pas totalement la visite, c'est quelques enclos où on retrouve alors ça, on a, je crois, mis en ligne un premier protocole, ça va être progressivement mis en place dans l'année qui vient, et on va voir si ça tient ses promesses. Et puis, le dernier projet que je voulais évoquer, c'est aussi un projet en cours de construction qui se fait avec des agronomes d'INRAE, tout près d'ici aussi, sur le plateau, dans le cadre d'un projet européen ANR qui s'appelle Bicreative, qu'on a appelé Colza Story. Alors pourquoi, vous allez voir. L'idée, c'est qu'on s'intéresse à de capter un petit peu ce qui se passe dans des essais, quand un agriculteur ou un technicien ou un ingénieur ou un chercheur peut-être suit pour une raison ou pour une autre de manière un peu particulière une parcelle parce qu'il y a une question qu'il veut résoudre, une question qui peut être d'ordre agronomique, agricole, biologique, etc. Et où tout au long de la parcelle va se produire différentes observations et interventions qui vont constituer une logique d'action, c'est le terme des agronomes, dire pourquoi les agriculteurs prennent ces décisions. Donc il y a quelque chose de particulièrement complexe à saisir, qui est pourquoi est-ce que j'ai fait ça dans ma parcelle dans le cadre de quelque chose que je veux montrer, qui est un essai, une expérimentation. Alors pour ça, on a imaginé pouvoir découper, ranger ces observations, finalement, qu'on fait, ou ces interventions, dans un cadre relativement intuitif, qui sont différentes rubriques, qui sont ces différentes étapes de la culture du colza. Le colza, parce que c'est une culture sympa à suivre, et il y a plein d'enjeux qui sont liés aux ravageurs, des résistances, et donc de nouvelles pratiques et astuces agronomiques ou agricoles pour essayer de contourner ces résistances de ravageurs. Et donc, comment on va ranger ces différentes observations ou interventions ? Une observation, c'est j'ai observé quelque chose, une intervention, c'est j'ai fait quelque chose. Donc, il y a plein de façons de les observer, de les ranger. Ça peut être une observation qui est je passe avec mon tracteur, je descends, je prends une photo. Avec mon smartphone, je la range, ou ça peut être le résultat d'un stagiaire qui est venu pendant 15 jours poser des pièges, des assiettes jaunes pour mesurer l'évolution de telle chose. Voilà, c'est un autre type d'observation un peu plus complexe qu'on peut ranger de la même façon. Une observation, et elle est simplement taguée pour pouvoir ensuite être retrouvée. Donc il y a différents... Un tag, c'est une attestation standard pour pouvoir la retrouver, et puis chaque tag ouvre un autre référentiel qui permet d'être un peu plus précis. Il y a un tag ravageur, et puis le référentiel, ça va être puceron, altise, méligette, etc. Et donc en 3 clics, finalement, on prend la photo, on le tag, on le sous-tag, et hop, elle est rangée dans la bonne rubrique. Et on peut comme ça stocker de l'information, soit de manière chronologique au fil de la culture, soit a posteriori si on a des différents... on peut ranger de l'observation a posteriori. Parce qu'il y a vraiment deux cas d'usage qu'on imagine, c'est-à-dire des chercheurs, des techniciens, des conseillers qui ont suivi une parcelle et puis qui ont collecté des données et qui peuvent la remettre à disposition, ou des agriculteurs ou à nouveau des expérimentateurs qui ont décidé de porter leur attention sur une parcelle en particulier, qui vont collecter ces informations, observations, et voilà. Et donc à la fois cette fonction de bancarisation, sauver des données mais les remettre à disposition de manière structurée et rangée pour qu'elles puissent être faciles à partager, avec l'idée qu'aussi c'est des différentes communautés qui observent le même objet, qui est une parcelle de colza, pas la même parcelle, mais le même objet, qui peuvent être à la fois des chercheurs ou des agriculteurs, et que cette base de données, finalement, elle est un peu transdisciplinaire entre ces différents corps de métier. Et voilà, et cette dernière utilisation où on réfléchit aussi à l'interaction avec les réseaux sociaux, parce que la plupart des
utilisateurs potentiels qui ont envie de partager ce type d'observation le partagent déjà ou utilisent les réseaux sociaux. Et donc, comme c'est assez compliqué de rentrer en compétition avec les réseaux sociaux, on va plutôt essayer de les utiliser comme un... Voilà, l'idée, c'est de faciliter finalement le partage de ces données, parce qu'elles sont collectées et surtout adossées à tout ce qu'on a déjà collecté de ces données. Donc on peut partager à la fois une donnée, j'ai photographié telle bestiole, et tout l'historique de ce qui a déjà été fait et collecté sur cette story. Voilà, donc c'est du travail en cours, hein. On espère, là on cible à peu près la fin de l'année pour mettre ça en ligne. C'est un peu aussi l'illustration de comment, voilà, je reviens un petit peu, c'est une petite page de publicité sur Mosaic. C'est une unité d'accompagnement qui accompagne ces chercheurs. Nous n'êtes pas tant que ça des agronomes ou des éthologues, un petit peu des entomologues, mais pas, voilà. Mais surtout, on est des spécialistes des sciences participatives et on est capable d'accompagner la conception et le développement de ces plateformes d'acquisition de données. Vous pourrez retrouver tout ça. Voilà, c'est un peu notre but, c'est de développer un peu pour appeler un dispositif frontière entre le monde de la recherche qui a besoin de données et puis le monde des participants qui veulent contribuer, veulent résoudre un problème en commun. Et on a ces plateformes qui permettent cette rencontre autour d'un protocole et d'une animation. Et je crois que j'ai prévu de m'arrêter là, avec une dernière diapositive qui date un petit peu, qui était un message spontané d'un des premiers observatoires grand public, l'Observatoire des papillons de jardin, d'un observateur qui nous remerciait de tout ce qu'il avait découvert simplement en identifiant, en comptant des papillons dans ces jardins, et qui montre un peu la richesse de ces dispositifs pour les participants. Voilà.